Bon voilà, comme je vous avais dit, c'était rapide. Du coup là on retourne directement là, sur le même débat. Merci à eux tous là, de revenir aussi nombreux et à tous ceux là que j'ai pu voir là, qui s'étaient abonnés du coup sur le flux. Du coup moi je me centralise majoritairement pour ceux qui ne me connaissent pas sur les débats, sur les commissions, vraiment plus sur l'interne, beaucoup plus que sur le sensationnel. Enfin, quand je dis le sensationnel, hein, c'est les affrontements, enfin voilà, c'est un peu ce qu'on a l'habitude malheureusement qu'ils fassent l'audimat. Donc voilà, plutôt sur des sujets du coup de fond, en tout cas pour faire vivre, pour faire partager plutôt ce qui réunit les gens ici, c'est-à-dire à la fois les échanges d'idées de manière générale. Pardon, excuse-moi. Moi, je voulais juste revenir sur les outils informatiques qui existent. Alors, j'en connais deux, mais je ne me rappelle plus du nom malheureusement, mais c'est possible de les retrouver sur Google. Merci. Il existe la Constitution française en fait qui est sur Internet et on peut chacun la modifier, mettre des notes, un petit peu style correction Windows, correction Excel. Donc interagir chacun. Et il existe une autre chose où on peut créer un amendement et en dessous chacun peut rajouter ou enlever des amendements. On va créer un article et en dessous rajouter ou enlever des amendements, voter et ainsi de suite pour que l'article le plus populaire soit le plus en haut. Donc je le répète pour ceux qui viennent Il y a une d'arriver, obligation on de est l'État sur la français place de la de République, prendre en compte. Alors, à on Paris, est obligé de voter l'article. toujours Mais dans si le jamais il y a cadre plus des de 2 nuits millions de debout. personnes, je crois, ou quelque chose comme ça, qui sont intéressées sur cet article, il est obligé de le prendre en compte. Voilà, c'était tout. Les outils se multiplient. Il y a Assemble, par exemple, qui permet de la réflexion collective. Il y a un texte, on peut Ce faire... qui est des nuits debout, je laisse les autres expliquer. Hein. Je pourrais revenir dessus après le débat. Merci. Vu mon âge, moi je suis un ancien déçu de mai 68. De ce qu'il en est sorti. Allô? Oui. Vu mon âge, je dis que je suis un ancien déçu de mai 68. Justement, il n'y a pas de gauche, de droite, là on arrête avec l'histoire des couleurs primaires, là, les rouges, verts, bleus. 2016, on revive les errances là, on parle de mai vraiment 68 d'idées qui sans ont finalement clivage. débouché sur ce qu'on vit aujourd'hui. Donc à partir du moment où on discute, j'étais à la Sorbonne à l'époque, j'étais un peu partout, à partir du moment où on discute, il se crée des groupes, c'est sympa, on est tous assis, on boit des bières, etc. etc. Mais il y a un moment où il faut décider. Parce que pendant ce temps-là, les gens que vous appelez les noms, j'ai plus votre terme, enfin, on va... Non, les autres, pas les autonomes. Les individualistes, eux avancent, sont déjà organisés, s'organisent encore mieux. Et plus on attend, moins on pourra faire. A été dégagé par les jeunesses communistes. Après les discussions, il y a un moment donné où il faut décider, faire, nommer quelqu'un et y aller. Et avec ce que vous dites là, c'est pas évident de trouver, nommer et y aller. On risque de rester des années dans les palabres. Vous voulez parler? Peut-être devoir vous avancer un petit peu parce que... Non, moi c'est pas une intervention, c'est une question. Qu'est-ce que l'État? C'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que répète, l'État? si au niveau de la modération, je bloque personne, mais vous-même, vous pouvez bloquer les personnes qui vous dérangent. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur le message en question et là, vous avez la possibilité de bloquer l'utilisateur. Alors, on peut faire deux définitions. Il y avait l'État romain, l'État égyptien, etc. L'État, c'est une... C'est pas du tout quand la apolitique, société au n'est pas contraire. une toute petite société, qu'elle ne peut complètement pas l'inverse. s'autoréguler, Après, comme les sociétés apartidaires, on appelle ça. premières ou l'Athènes antique. Mais il y a l'État moderne qui naît déjà à la fin du Moyen-Âge, mais surtout au XVIIe siècle, évidemment en France, et puis qui se développe. Non, je n'ai pas vu Et ton Kant, tweet. lui, dit, en fait, l'État est le parallèle sur le plan de l'organisation de la société, du capitalisme sur le plan de l'économie. L'un ne va pas sans l'autre. Et il y a un autre auteur qui dit
État et individualisme avancent en même temps. C'est-à-dire Rousseau et Hobbes sont les deux faces de la même médaille. Et Gortz développe très bien cette théorie en disant s'il n'y avait pas eu l'État régulateur, l'État-providence, hein, celui qui nous donne des allocations, qui fait en place le code du travail, on en parle du code du travail en ce moment, hein, s'il n'y avait pas ça, le capitalisme se serait complètement cassé la figure. Hein, parce qu'il faut un minimum de régulation, sinon tout part. Bon. Et donc, si on veut supprimer le capitalisme, et puis alors il y a plein d'autres exemples du rôle de l'État, par exemple en Asie, les grands barrages que fait l'État, pour pas que les habitants fassent des petits barrages, parce qu'à ce moment-là, ils gardent le contrôle de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font, de ce qu'ils produisent. Tandis que quand il y a un grand barrage, c'est l'État qui met tout le monde sous sa coupe. C'est ce qui s'est passé en Chine depuis déjà quelques centaines d'années. Donc, là, on retrouve la thématique de l'autonomie. C'est-à-dire que si on veut vraiment, nous, être des autonomes responsables, ben, il ne faut pas défendre l'État. À la limite, bon, je vais provoquer là, hein, mais pourquoi défendre le code du travail? Il faut le foutre à la poubelle et supprimer et mettre partout l'autogestion. On n'a plus besoin à ce moment-là. C'est de la caricature. C'est pour vous montrer une piste. Bon, hein, l'autonomie, c'est justement je refais une parenthèse par rapport au mot. Surtout, ne le prenez pas au sens autonome politique. Ceux qui cassaient, parce qu'il y a dans les années 70, les autonomes, c'était ceux qui cassaient la BNP, quoi, hein, c'est ça. Hein. Et puis, au sens économique non plus. Hein, c'est au sens philosophique que je parlais. Mais, ça rejoint l'autre intervention du monsieur. À nous, à inventer du collectif une nouvelle forme de politique. Une politique dans laquelle les gens tous nous exprimer. Moi, je pense qu'il faut partir du local, pas regarder, hein, c'est aussi simple que ça. Des délégués. Alors, on en parle de partout, les référendums d'initiative populaire, le tirage au sort, les trucs révocables, etc. Ça fourmille d'idées. Je ne sais pas quelles sont les bonnes, et là, c'est pas le sujet. Mais il y a plein d'idées sur comment demain gérer collectivement la société sans déléguer son pouvoir à des gens qu'on va voir que tous les 5 ans pour nous faire des promesses. Hein, ça paraît, je crois qu'on est presque tout le monde d'accord là-dessus, c'est que même si on garde une part d'élection, c'est pas l'élection qui fait la démocratie. Hein, on est d'accord là, je crois. Bon. Oui, je pense qu'il y a... Il y a des punching balls hein, pour les gens qui veulent se défouler. Hein. Alors si j'ai bien compris, en fait, oui. Alors si j'ai bien compris, l'idéal de ce que vous proposez, ce serait plutôt une sorte de société décentralisée, c'est-à-dire, il y aurait comme vous dites, des groupes d'autonomes au niveau local. Le souci de ce genre d'organisation, c'est que peut-être, ça créerait de gros déséquilibres de pouvoir selon les territoires, parce que justement tous les territoires, il n'y a pas les mêmes personnes dessus, pas les mêmes manières de gérer, donc comment revenir au collectif, vraiment la distance sur tout un pays par exemple, sur toute une communauté de personnes, une communauté européenne, pas seulement au niveau économique, mais au niveau culturel ou à pour d'autres problèmes, voilà. Non mais je suis d'accord, hein. C'est pas ce que je préconise, l'éparpillement. Non, il faut penser au collectif à tous les niveaux. Et à l'avenir aussi. Bonsoir à tous. Je voudrais rappeler une définition de l'État que j'aime bien, qui a été définie par Ernest Renan. Ernest Renan disait que l'État était la manifestation de l'intérêt général, la manifestation d'un destin collectif. Je voudrais également relier le problème de l'État centralisateur avec celle de la finitude des ressources. Pour une utilisation équitable de celle-ci, le mieux serait la planification économique. Or, celle-ci, si on la laisse au niveau local, risquerait de se perdre dans une espèce de brouillis. Voilà pourquoi
une forme d'État central peut s'avérer nécessaire, mais seulement pour établir des sortes de plans quinquennaux d'utilisation des moyens de ressources, des utilisations des moyens de production et d'utilisation des ressources, pour garantir un accès équitable à celle-ci à tous les citoyens. Tous les citoyens qui veulent créer un État ensemble. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, se doter d'un destin collectif. Si j'oublie, vous pouvez me le rappeler d'ailleurs. Tout à fait d'accord, oui. Non, moi je préconise, pour répondre aux deux, je ne préconise pas une décentralisation absolue. Je pense que la décentralisation est d'abord indispensable sur le plan de la démocratie, parce que si on veut faire des assemblées et discuter, ça ne peut être que localement. Et après, il faut trouver un moyen de... J'ai pas la solution, hein. Je fais une petite analyse, c'est tout. Bonjour. Moi, je veux revenir sur le fait que faudrait qu'on fasse quelque chose de ce mouvement. On est tous d'accord avec ça. Personne ne veut faire ressembler au parti actuel qui existe. On vient de parler de plusieurs méthodes. On a parlé de ces méthodes au plan national de l'État. Et pourquoi on ne devrait juste pas créer un parti qui s'appelle la Nuit debout, mais changer le mode de fonctionnement des élus au sein du parti. Actuellement, les partis, c'est hiérarchisé. Au début, on est simple qui délivre des tracts à tout le monde. Puis on grimpe les échelons. Et donc, déjà, au sein du parti même, déjà, ça développe un individualisme qui chacun se bat entre eux pour arriver au plus haut échelon qui est président. Mais nous, on ferait plutôt quelque chose où on se sert notamment des outils comme Facebook, avec la page Facebook de Nuit debout, d'autres outils comme cette Assemblée Générale, où des personnes se présentent, notent leur nom comme ils veulent être des élus présents, et ils présentent leur nom, et grâce à cette liste, on pioche sur plusieurs élus, mais de plusieurs manières différentes. Ouais, je t'écris en public, hein. Tu peux aussi préparer ce que tu dis. On va dire qu'il y a une majorité qui est plutôt de droite. Je caricature, mais c'est pas comme ça. Une majorité qui est plutôt d'accord avec certaines idées. Alors on va faire un tirage au sort sur cette majorité et on va tirer quelques élus. Une autre majorité, on va tirer quelques élus. Mais on va aussi tirer des élus au sein d'une minorité. Parce qu'actuellement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on tire toujours au sein de la majorité. La minorité n'est jamais entendue. Donc, on fait un tirage au sort sur certains élus qui sont inscrits, on va dire, sur Facebook. On présente les élus. On tire au sort, on classe les élus par rapport à leurs idées. Et on tire au sort, je sais pas, un élu de gauche, un élu de droite, deux élus d'une minorité extérieure qui est présente, mais on peut pas, comment on appelle ça, elle peut pas, personne ne peut voter pour elle. Et aussi grâce à Facebook, et même les réseaux sociaux ou la technologie, aujourd'hui on peut mettre un système de vote comme un simple j'aime ou j'aime pas, et dire si on est d'accord ou non avec telle ou telle loi. Donc on peut être d'accord avec telle ou non personne, et présenter comme ça un parti avec différentes lois et voilà, différents arguments à mettre en place. C'est juste par rapport à un truc que tu as dit, on n'est pas l'AG ici. L'AG c'est là-bas, elle a commencé l'AG ou pas? Je sais pas. C'est pas l'Assemblée Générale ici. Mais c'est pas grave. Oui, on parle justement de... C'est pas un sujet, voilà, je sais pas s'il y avait une conclusion ou pas. Ça compte par contre. Si quelqu'un d'autre veut répondre, hein, parce que... Oui, bonjour. Alors moi, c'est pas une opinion, c'est pas une solution, c'est un texte qui me semble faire écho au sujet que vous abordiez, parce que, à mon avis, on parle ici de la relation à l'autre, et donc au mur qu'on décide ou pas de construire entre nous et face à l'autre. Donc c'est un texte d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau, qui sont deux auteurs caribéens, qui s'appelle « Quand les murs tombent ». Voilà, c'est court et pas dans le débat, mais pour le faire entendre, parce qu'il m'a semblé que ça faisait plein d'écho à ce qu'on se dit. La tentation du mur n'est pas nouvelle. Chaque fois qu'une culture ou qu'une civilisation n'a pas réussi à penser l'autre, à se penser avec l'autre, à penser l'autre en soi, ces raides préservations de pierre, de fer, de barbelés
ou d'idéologies closes se sont élevées, effondrées, et nous reviennent encore dans de nouvelles stridences. Les murs qui se construisent aujourd'hui, au prétexte de terrorisme, d'immigration sauvage ou de dieux préférables, ne se dressent pas entre des civilisations, des cultures ou des identités, mais entre des pauvretés et des surabondances, des ivresses opulentes mais inquiètes et des asphyxies sèches. Donc entre des réalités qu'une politique mondiale, dotée des institutions adéquates, saurait atténuer, voire résoudre. Ce qui menace les identités nationales, ce n'est pas les immigrations, c'est par exemple l'hégémonie états-unienne sans partage, c'est la standardisation insidieuse prise dans la consommation, c'est la marchandise divinisée, précipitée sur toutes les innocences, c'est l'idée d'une essence occidentale exempte des autres, ou d'une civilisation exempte de toute peur des autres, et qui serait par là même devenue non humaine. C'est l'idée de la pureté, de l'élection divine, de la prééminence, du droit d'ingérence, en bref, c'est le mur identitaire au cœur de l'unité-diversité humaine. Mais la folie serait de croire inverser par des dictats le mouvement des immigrations. Dans le mot immigration, il y a comme un souffle vivifiant. L'idée d'intégration est une verticale orgueilleuse qui réclame la désintégration préalable de ce qui vient vers nous, et donc l'appauvrissement de soi. Tout comme l'idée de tolérer les différences qui se dressent sur ces ergots pour évaluer l'entour et qui ne se défait pas de sa prétention altière. Les murs menacent tout le monde, de l'un et de l'autre côté de leur obscurité. C'est la relation à l'autre, à tout l'autre, dans ses présences animales, végétales, environnementales, culturelles et humaines, qui nous indique la partie la plus haute, la plus honorable, la plus enrichissante de nous-mêmes. Nous demandons que toutes les forces humaines d'Afrique, d'Asie, des Amériques, d'Europe, que tous les peuples sans État, tous les républicains, tous les tenants des droits de l'homme, que tous les artistes, toute autorité citoyenne ou de bonne volonté, élèvent par toutes les formes possibles une protestation contre ces murs qui tentent de nous accommoder au pire, de nous habituer à l'insupportable, de nous faire fréquenter en silence jusqu'au risque de la complicité, l'inadmissible. Tout le contraire de la beauté. Édouard Glissant et Patrick Chemnay. Alors non, c'est pas l'AG, hein. Là on est commission éducation populaire. C'est absolument magnifique. Et pour les gens qui parlent de Trod, et bloquer les gens juste pour vous, et puis comme ça vous ne serez pas embêtés. De notre relation. Et puis voilà, comme ça tout va bien dans le meilleur des mondes. Et est-ce que nous serons des personnes qui nous reconnaissons nous-mêmes dans l'autre? Un jeu est un autre avec des amours, ou bien des individualistes? C'est peut-être mieux que l'autonomie qui peut être ambiguë comme terme. Psychanalyse, ça ira très bien. Oh, je sais pas. Qui c'est qui veut parler? En fait, je voudrais dire, on a parlé ici, j'ai entendu plusieurs fois d'outils informatiques. Par exemple, le monsieur là-bas évoquait GitHub, où a été effectivement postée la Constitution française. On a parlé de Facebook aussi, mais je veux dire, on parle d'un mouvement qui cherche à être libre de toute structure hiérarchisée, mais dans ce cas, pourquoi confier nos données et utiliser des outils qu'on ne maîtrise pas? Je veux dire, les logiciels fournis par Microsoft, fournis par Facebook, fournis par les GAFAM en général, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, sont des logiciels, on utilise le terme de privateur pour dire que par opposition au logiciel libre qui n'a pas, lui au contraire a un code source, a toutes ces instructions disponibles sur internet et que chacun peut modifier et ainsi, avec un minimum de connaissances, peut modifier et l'adapter à son usage. Je pense donc qu'il serait plus cohérent déjà de commencer par faire faire entre guillemets la révolution dans nos ordinateurs et de commencer par nous débarrasser de systèmes d'exploitation et d'outils qu'on ne contrôle pas pour passer au logiciel libre, puisque comme disait Richard Stallman, le grand monsieur du milieu, la devise du logiciel libre c'est liberté, égalité, fraternité. Une mise au point tout à fait indispensable. Mais bon, moi je crois
relation avec des gens comme la santé virtuelle ou des Modines, qui sont tout à fait dans cette logique des logiciels libres. Facebook, tu as raison. Bon, qui d'autre? A priori, il n'y a pas que lui qui a que ça à foutre. Hein. Bonjour. En fait, je voulais réagir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit le comble de l'individualisme, ça serait d'être remplacé par les robots intelligents. Mais le problème des robots intelligents, c'est qu'ils sont au mal du capital en ce moment. Mais moi, il me semble que avoir des robots intelligents qui s'occupent à notre place dans tas de tâches pénibles, etc., ça nous permettrait en fait de nous focaliser sur les choses plus importantes et de nous aider à devenir plus autonome. Du coup, je voulais savoir. Ah oui, très intéressant. Gort nous dit il faut faire tomber le travail de son piédestal, travailler le moins possible pour vivre en relation avec les autres, dans le lien, dans le care, dans la créativité, etc. Et pour ça, il faut qu'effectivement un maximum de robots qui fassent les tâches idiotes en usine, etc. Là, totalement d'accord. Non, mais ce que nous préparent les gens, notamment chez Google, hein, c'est l'interconnexion entre notre esprit, la robotique, c'est-à-dire ils vont nous remplacer par petits bouts, hein, pour vivre 150 ans, 200 ans, 300 ans, etc. Et il y a une convergence des nouvelles technologies. J'avais lu un texte absolument effarant qui dit, voilà, il y a la cognition, la robotique, les nanotechnologies surtout, qui font que ça va échapper aux scientifiques. Et on va avoir des choses qui se mettent en place sur lesquelles on n'aura plus aucun contrôle. Et on risque. Alors là, c'est pas du tout le robot qui est au service de l'homme et qui va travailler pour remplacer l'homme. C'est une société où il n'y aura plus d'hommes du tout. C'est ça le risque. Dans et Google a prévu d'ici une trentaine d'années de pouvoir se connecter directement à notre cerveau. Ce qui fait qu'il connaîtra nos désirs, notamment commerciaux évidemment, avant même que nous les ayons, nous, à notre conscience. Et ça va tellement vite. Hein, donc le milliardième de seconde avant que ça arrive à... Ah oui, tiens, j'ai oublié ça. Lui, il le saura déjà. On est compte. Et c'est pour demain, ça. Attends, on a un nouveau câble. Oui, bonjour. J'ai pas l'habitude de parler en public. Si tu réfléchis pas avant d'agir, tu vas pas aller bien loin. La réflexion, surtout sur des sujets par pareils, c'est rapport à ce qui est l'intelligence artificielle. Ce que je trouve le plus grave aujourd'hui et qui est déjà en œuvre, dont on n'a pas bien conscience, c'est que les places de marché, donc la gestion des flux financiers et donc le mode du profit moderne est régi en grande partie par des machines qui effectuent à la place d'êtres humains les décisions de choix, d'investissement pour faire uniquement dans un but de profit, au détriment de toute considération sur la nature de la vie. Et à partir du moment où la vie elle-même est absolument exclue, et c'est uniquement basé sur des équations de rentabilité, de profit, le profit, voilà, on est vraiment maintenant devenu, que ce soit le vivant animal ou humain, une variable d'ajustement, et là il y a un péril absolument énorme contre lesquels, je crois, l'an dernier, en plein milieu des vacances, Bill Gates et une autre sommité, mais une sommité plus friendly, quoi, moins high-tech, que M. Bill Gates ont mis en garde contre l'intelligence artificielle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une... c'est un état de fait que qui plus est, c'est l'abonnement Internet de chacun qui paye le coût des serveurs qui traitent cette masse d'informations, je pense en grande partie, voilà. Et je crois que maintenant, je crois que ça nous a échappé, je crois que ça a échappé complètement aux politiques, et vraiment j'ai une grande crainte à ce sujet, voilà. Tu as entièrement raison. Les algorithmes bancaires, là, ils travaillent au milliardième de seconde pour gagner un maximum d'argent. Hein. C'est-à-dire, si vous loupez votre milliardième, vous risquez de perdre je ne sais pas combien de millions de dollars. Et ce qui est grave, c'est que, par exemple, quand on va sur Google chercher quelque chose, on vous tapez
c'est vachement pratique, hein, moi je m'en sers pas mal. Et les algorithmes derrière, qui vous sortent ce qui, est le plus souvent cité, etc. Qu'est-ce que c'est un algorithme? Ça veut dire qu'une machine pense à la place des hommes. On va être de plus en plus conditionné, sans s'en rendre compte, par ce genre de choses. Et évidemment, maintenant, les gouvernements, ils sont aux ordres des algorithmes, mais ils n'existent plus. Là, presque, hein? Non. Par contre, ils veulent changer le code du travail. Mais sinon, c'est les algorithmes qui vont nous diriger. C'est pour ça qu'on a déjà ce risque-là, hein, en attendant les robots de demain. Et donc, pas d'autonomie, là. Hein. Oui, merci de me donner la parole. Comme ça. Oui, il y a une grande réflexion à faire sur l'évolution faite en un siècle en Occident. Et je pense que l'informatique est un outil extraordinaire. Il ne faut pas oublier au passage les millions d'hommes et de femmes mis au chômage. Hein. Et quant à l'intelligence artificielle, j'informe que si vous vous déplacez sur la gauche qu'on appelle le avec Japon, votre doigt sur avait Periscope, déjà vous développé pouvez aussi cacher les messages, un si ça vous braillement. embête vraiment. Avec toutes les doigts, les dents, tout, vraiment d'une façon assez extraordinaire. Je veux dire par là, est-ce qu'il n'est pas temps un petit peu de réfléchir sur cette civilisation technique qui crée de plus en plus d'inégalités, qui crée de plus en plus des sommes colossales, et de l'autre côté, des millions d'humains, d'êtres humains qui meurent de faim, qui sont dans des conditions effroyables. Est-ce que cette auguste assemblée, cette façon de nous trouver tous, avec le souhait de trouver un nouveau chemin, dans lequel on trouvera un sens, où on essayera de trouver un sens d'égalité, d'un regard différent sur l'autre, c'est pas ce regard suffisant de cette région qu'on appelle l'Occident, qui capare, qui suppose être la seule civilisation. Il oublie que l'humanité, à chaque civilisation, a apporté son obol, donc à appeler un peu plus d'humilité et un regard différent, un regard suffisamment d'égal vis-à-vis des autres. Et je crois que nous devons réfléchir jusqu'où on peut accepter une technologie ou une technique, fût-elle aussi brillante qu'elle soit, et éviter surtout ce que beaucoup de groupes très importants essayent de déshumaniser et d'isoler l'être. Je veux bien que les noms pas d'orthographe, mais là tu viens de massacrer le mec. Hein. Oui, on a à remettre en cause cette logique qui est née avec Descartes, hein, l'homme maître de la nature. On voit le résultat. Mais sans remettre en cause ce qui est quand même une caractéristique de l'humain, qui est la connaissance, le savoir, la recherche. En fait, c'est cette société qu'on a depuis 300 ans qui dévoie tout, hein, qui a supprimé d'abord, ça a commencé avec les Espagnols en Amérique, hein, avant Descartes. Et la recherche, l'or, matérialisme. Et par contre, la recherche, elle est déconnectée complètement des intérêts privés. Deuxièmement, s'il y a une éthique, une puissante éthique derrière, c'est la plus belle des choses. Ici, on évoque parfois Louise Michel, je pense, et la Commune. Elle a écrit « Souffrir n'est rien, savoir est tout ». Ne renonçons pas au savoir. Bonjour. Je vais prendre le micro juste par rapport aux 2-3 dernières interventions qu'il y a eu. L'adage du c'était mieux avant, ou la technologie c'est pas bien,
Moi, ça m'agace un petit peu. Est-ce que c'était vachement mieux quand votre grand-mère, il faisait -3 dehors, il fallait qu'elle aille pisser dans le jardin parce que les chiottes étaient là-bas et que se chauffer avec un poêle tout l'hiver et que c'était compliqué? Non, c'était pas mieux. C'est mieux d'avoir un thermostat, c'est mieux d'avoir Internet, c'est mieux d'avoir Google pour que ça fonctionne quand on cherche des trucs et que ça va super vite et c'est bien. La vraie question, elle est pas là. Je veux dire, le monde d'aujourd'hui, technologiquement, il est super confortable. C'est 1000 fois mieux ce qu'ont vécu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Enfin, je veux dire, on est tous super contents d'avoir notre téléphone dans notre poche qui nous fait faire... Enfin, je sais pas, c'est quoi la capitale de la Mongolie? Bah attends, je vais aller se montrer ça. Tout est super facile aujourd'hui. Ça pose la question de cet individualisme, etc. On peut vivre tout seul chez soi, tout se faire livrer, tout s'en sortir. Ça pose des problèmes sociaux, ok. Si on veut. Par contre, c'était pas mieux avant. Ça pose la question, par contre, de est-ce qu'il y a encore besoin de travailler? On fait aujourd'hui beaucoup plus de richesses. On crée beaucoup plus de richesses qu'il y a 50 ans, avec beaucoup moins de monde, parce qu'on a des robots, on a de la technologie, etc. Est-ce qu'on a tous besoin de bosser 35 heures par semaine? Peut-être pas. La question là, je pense que c'est une vraie question, et c'est bien autre chose que de dire ah non, il faut supprimer Google, parce que quand même, ça supprime des emplois. Non, on s'en fout. Enfin, c'est pas grave, ça supprime ces emplois-là, ça va en créer d'autres. Il y a des gens qui réparent les serveurs de Google, il y a des gens qui réparent les caisses automatiques de Carrefour, qui les entretiennent, qui les construisent, ça crée des emplois ailleurs. Est-ce qu'il faut revenir à la voiture à cheval parce qu'il n'y a plus d'écuries et que ça va supprimer les emplois des gens qui travaillent dans les écuries? Non. Enfin, la technologie, c'est pas grave. C'est pas ça le problème. Il y a un autre problème qui est quelque chose de plus économique, de la notion de travail, de est-ce que tout le monde doit payer travailler pour gagner de l'argent pour payer, ou est-ce qu'on peut distribuer les richesses différemment? Ça, c'est une vraie autre question. C'est vrai que la question fondamentale, c'est le système économique quand même. Hein. Appelons un chat, c'est le capitalisme. Hein. Moi, je suis pas le gauchiste qui dit ouais, comme en 68, c'était 68 à l'époque. Hein, bon. Non, il faut inventer une autre société qui n'ait rien à voir. Malheureusement, les mots que nous avons en tête en opposition, je ne parle pas de communisme, socialisme, l'étatisme, etc. Non, ça ne va pas non plus. Hein. C'est pour ça que je parlais de Gortz tout à l'heure. Et Gortz, il nous dit en travaillant 15 heures par semaine, on produit largement de tout ce que nous avons besoin. Si on supprime le conditionnement de la publicité, les produits qui se dégradent à toute allure, les trucs, si on met en place Bon, il y a plein de pistes aujourd'hui, on pourrait vivre beaucoup mieux en travaillant beaucoup moins. Stallman, j'étais hier, évidemment il est extrêmement intelligent, après bon, c'est aussi un extrême. Je ne sais pas si on a encore le temps pour lui parler un peu là. Ouais. C'est pas très grave en même temps. Merci. Je voudrais juste rappeler les paroles de John Maynard Keynes qui, dans sa prédiction, disait que l'humanité n'aurait plus à travailler chacun que 1 ou 2 heures par jour pour produire tout le confort nécessaire à nos vies. Je voudrais également rappeler la construction éminemment idéologique du travail. Pour cela, je vais prendre un petit exemple très simple. Jetons ma pelouse. Si je le fais moi-même, tout seul, c'est de la valeur qui est créée. J'ai tondu ma pelouse. Un autre exemple, c'est un service communal qui va tondre la pelouse. Cette fois-ci, ce sera considéré comme une dépense inutile, alors que le résultat sera aussi le même. J'ai tondu la pelouse est tondue. Et ensuite, il existe la troisième construction idéologique du travail, c'est l'entreprise capitaliste, à savoir l'entreprise X embauche quelqu'un pour tondre la pelouse, pour créer de la valeur. Et c'est seulement cette construction du travail qui est admise aujourd'hui. Tout le reste, le travail gratuit, le travail ménager, tout ce qui n'entre pas dans le calcul du produit intérieur brut est totalement foulé aux pieds. Il faut aussi revenir sur qu'est-ce que le travail. La définition de Kant, c'est la transformation de soi et du réel. Mais pas forcément une question de valeur et d'accaparement de cette valeur par une entreprise X, Y ou Z. Tout à l'heure, je voudrais réagir sur ce que j'ai un peu entendu sur les technologies. Je pense que le vrai débat, il n'est pas de savoir est-ce que les technologies sont bonnes ou mauvaises, parce que c'est un peu manichéen de dire qu'avant les technologies c'était mieux avant. Je suis un peu d'accord. Pour une simple et bonne raison, les technologies, ça a aussi permis le printemps arabe, ça a permis de donner accès à l'information à des populations complètement reculées. Donc le débat n'est pas là. Je pense que le débat, il est fondamentalement sur le contrôle. Et les organisations citoyennes comme ça, c'est à qui on donne le contrôle de ces technologies-là, c'est l'éthique.
Et je pense que plutôt de se dire ah non on va combattre contre le contrôle, aujourd'hui on a donné le contrôle à des entreprises qui font une taille monumentale et qui finalement sont à la fois jugées parties. Elles créent la technologie, elles le contrôlent. Et le vrai pouvoir politique il est dans le contrôle, dans l'éthique. Et franchement se battre sur savoir est-ce que la technologie on va s'arrêter de connaître ou de savoir, c'est se battre contre des choses qui sont beaucoup trop grosses. Et tout revient donc à se poser le pouvoir politique. Et le pouvoir politique aujourd'hui, c'est à qui on donne le contrôle, parce qu'on mandate des gens qui finalement, mon ennemi c'est la finance, et qui 6 mois après se disent que finalement c'est plus ça. Donc, la vraie question, les organisations citoyennes comme là ce qui est en train de se passer, c'est transmettre le contrôle et à quel niveau on met l'ensemble du contrôle, de l'éthique, etc. La CNIL, comment relancer ces choses. Je suis très trop bien. Parce que se battre contre la technologie, ça ne peut pas être un combat d'arrière-garde. Oui, totalement d'accord. Sauf si demain nous échappe. C'est ce que je disais, certains auteurs prédisent un monde où l'homme ne sera plus maître de la technologie parce qu'elle nous aura échappé. Ça, c'est un vrai danger. Mais pas aujourd'hui. On va laisser Bernard conclure, on va prendre peut-être 2-3 interventions ensuite, et ensuite il faudra qu'on ferme nos boutiques, mais on est là demain, et notre programme est disponible sur Debout Éducation Populaire sur Facebook, on a notre page Facebook, donc n'hésitez pas à aller la voir, la consulter, et à venir demain toujours aussi nombreux. Pour perdre le contrôle, il faudra déjà l'avoir. Pour perdre le contrôle, il faudra déjà l'avoir. C'est plutôt des questions par rapport à ce qui s'est dit avant. On dit oui c'est bien, on pourrait travailler que 15 heures par jour et tout le monde, enfin, on arriverait à faire autant de production que ce qu'on fait aujourd'hui. Moi j'aurais tendance à dire non, parce que je suis dans un domaine peut-être un peu particulier, mais le bâtiment ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Et si les gens ils bossaient que 15 heures par jour dans le bâtiment, peut-être ils n'acquéreraient aucune expérience et ils risqueraient beaucoup plus de se blesser. Et c'est un milieu où il y a énormément de moyens humains et où on n'est pas encore capable de faire tout à la Maintenant, il y a les imprimantes 3D carrément qui font des bâtiments, qui font des maisons, etc. C'est en train de se faire, hein, et d'ici une dizaine d'années, il y en aura 90% des comptables qui auront disparu. Dans le bâtiment, c'est beaucoup moins sûr, et le problème, c'est que si on essayait de répartir leur charge de travail, bah, au final, il y aurait beaucoup plus de risques. Et à l'inverse, si on choisit de les laisser faire 35 heures, ça veut dire qu'il y en a qui ne travaillent pas, et certains qui travaillent pour tout le monde, comment est-ce qu'on les rétribue? Donc j'ai pas de réponse à apporter, mais je pense que c'est une question qui est très importante. Un élément de réponse, ce serait de gérer son temps de travail dans la vie de manière très souple, donc de faire 40 heures par semaine pendant 3 ans ou 5 ans, et puis après on arrête, on fait autre chose. Donc sur l'ensemble de la vie, on pourrait planifier, quelqu'un tout à l'heure parlait de planification, orienter souplement au niveau de l'éducation de base. On pourrait faire des trucs très bien. Hein. Je rejoins tout ce qui a été dit précédemment sur l'utopie de retour à la nature, je ne crois pas du tout. Je pense au contraire qu'il faut utiliser la technologie pour justement nous libérer, nous émanciper. Et dans cette perspective, je pense effectivement que le problème est éminemment économique, mais que la solution est fondamentalement politique. Dans la mesure où toutes les études nous expliquent que d'ici quelques années, à cause de la numérisation, de la robotisation et de la numérisation de l'économie, plus de 50% des emplois vont disparaître. Et donc la question fondamentale, c'est qui va bénéficier du gain de productivité réalisé par la robotisation. Alors soit ce sera la collectivité, d'où un moyen de financer un revenu de base qui sera reversé aux salariés qui seront remplacés par des robots, ou alors une sorte d'anarcho-capitalisme où l'essentiel des gains de productivité profiteront à une élite ou à des actionnaires. Donc la solution est éminemment politique et on reporte à mon avis sur la question des valeurs. Où est-ce qu'on met les valeurs? Est-ce qu'on sacralise le travail, l'argent, ou est-ce qu'on sacralise le bien-être, le temps libre, la créativité, etc. Et donc dans cette perspective, je trouve que le revenu de base répond de façon transversale à toutes les problématiques, notamment écologiques, la crise du logement, parce que si le revenu de base était formulé comme une perspective, alors les gens n'auront plus de raison de s'agglutiner dans des grandes villes. Parce que si les gens sont dans des grandes villes, c'est pour avoir un salaire, pour payer un loyer. Et donc du coup, ça permettrait de désenclaver des grandes villes, d'une part,
et de résoudre en même temps toutes les problématiques sociales et éthiques. Juste avant la conclusion de ce débat, je vous disais qu'on passe avec une boîte à dons pour les besoins logistiques de Pau Éducation Populaire, des passeports par terre, des passeports quand il pleut aussi, parce que des fois il pleut, des fils pour les micros, tout ce genre de trucs, s'il faut... Voilà, un nouveau micro, c'est beau, celui-là marche, remarque. Et je vous laisse conclure. Ça va, ton intervention me permet de faire une transition de retour vers l'autonomie. Moi j'ai une petite idée, mais je suis très inspiré par les idées d'André Gortz. Lui il dit qu'il faut travailler beaucoup moins, mais ne considérer comme du travail que ce qui est vraiment socialement utile et dans un temps donné, etc. Il a 4 critères. Ce que de Copain, qui est venu tout à l'heure, a bien démontré avec l'histoire de la tondeuse, du jardin. Et à ce moment-là, on pourrait considérer que nous sommes tous des citoyens. Donc l'État, qui c'est qui disait, qui est la définition de l'État? L'État c'est nous tous. Donc nous avons dans la vie à tous chercher un petit peu de la rémunération en faisant du travail privé qui pourrait être 10 à 15 heures par semaine, pas plus. Le service de la collectivité, donc on remplacerait les fonctionnaires, c'est-à-dire que tout le monde serait un petit peu fonctionnaire entre guillemets dans sa vie. Et puis tout ce qui est le don, la convivialité, l'échange, le service aux voisins, aux personnes âgées, l'aide aux enfants, etc. Là, il y a plein de choses qui ne sont pas mesurables en argent, hein, qui font partie du lien social, qui font partie de ce qui nous permet d'être en lien avec les autres, de reconnaître l'autre, etc. Et ça, on n'a pas le temps. Hein. C'est pareil, si on prend l'exemple de la garde des enfants, c'est pareil, hein, ou de faire la cuisine, c'est pareil. Quand il dit, mais quelle imbécilité d'acheter la bouffe, alors que si on travaillait moins, on pourrait faire ça pour chez soi, etc. Bon. Donc, à ce moment-là, on aurait donc 3 parties dans la vie, ce qui suppose évidemment de remettre en question beaucoup de choses, non seulement le système capitaliste et l'organisation de l'économie, mais aussi l'organisation de l'État. Parce qu'aujourd'hui, si on réfléchit bien, je vais en choquer quelques-uns, mais la caste privilégiée, avant c'était les nobles et le clergé, aujourd'hui c'est quand même un petit peu les fonctionnaires, hein, par rapport aux autres. Non? Bon, un petit peu. Et non, moi je pense qu'on devrait tous être, hein, 10-15 heures pour le privé, 10-15 heures pour l'État, 10-15 heures. Mais par rapport aux copains qui parlaient du bâtiment, ça peut se répartir tout à fait différemment au cours de l'année ou au cours de la vie. Hein, et pas à s'arrêter 15 heures pile, que ce soit beaucoup plus souple, que nous gérions notre vie comme on le veut, et qu'en échange à ce moment-là de ce qu'on consacre à la collectivité, on a le revenu minimum. On ne le prend que si on s'arrête de travailler, donc il n'y a plus de chômage. On ne le prend que lorsqu'on veut se mettre à la retraite. Il n'y aura plus de retraite. Tout sera remplacé par ce revenu minimum, qui à ce moment-là sera bien plus important parce qu'on ne le prendra pas lorsqu'on travaille dans le privé, pour la production de biens. Et c'est plus intelligent parce qu'il sera bien plus important à ce moment-là. Hein. On peut gérer des trucs comme ça super bon. Et cette gestion de l'économie et de la collectivité renvoie cette notion d'autonomie, c'est-à-dire d'être en lien et de gérer et de se mettre d'accord ensemble sur la manière dont on planifie les choses, dont on se répartit, dont on arrête de travailler, dont on reprend, etc. Il faut arrêter de penser que tout peut venir avec la remarque de la copine de tout à l'heure qui disait, c'est bien sûr tout ça, ça doit être réfléchi de manière à ce que les différents échelons s'articulent entre eux, le local, le régional, le national, le mondial, et aussi en pensant à l'avenir. Aux enfants, d'où les problèmes d'écologie, etc. Tout ça c'est lié, ça forme un tout. Il y a tellement de choses à changer, c'est pour ça qu'il faut qu'on réussisse. Hein. Voilà, on arrête. Voilà, on va dépasser un peu, parce que le débat est beaucoup de 9 heures. On est là depuis longtemps, donc voilà. Merci en tout cas d'avoir été là pour la journée de l'éducation populaire. Je vous dis juste le programme de demain. Il y a 4 débats prévus parce que nous n'est pas assez pour en faire plus. Donc à 13h, Frédéric nous parle de la situation de l'islam dans le Caucase. 14h, Federico pensait les situations révolutionnaires. 15h, Jean-Luc, la Révolution française. Et à 16h, Geoffrey nous parle de l'intermondialisme aux indignés. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Si vous voulez vous aider à tenir le stand, à faire la modération, Pardon, excusez-moi. Ouais, je vais devoir leur en parler là.
Bon. Moi, ça me dérange pas, hein, mais c'est vrai que autant tout à l'heure, avant que je relance ce périscope-là, les discussions à côté étaient vachement intéressantes, etc. Autant là, putain, on est arrivé dans les bas-fonds de l'inutilité de ouf. Je suis limite en train de me demander, alors moi c'est pareil, hein, je fais des tests. J'ai vu qu'il y avait une fonction sur le périscope qui permet de donner la parole aux personnes que je suis. Je vais peut-être, c'est que des tests, hein. Mais voir justement, vu que c'est une relation de confiance hein, qui se passe ici, où on est là pour être dans la bonne humeur, etc. C'est un peu comme une monnaie. Hein. Et la confiance, c'est à partir de là où on peut commencer à discuter, même si on n'a pas les mêmes avis, il n'y a pas de souci. Mais bon, trolling, ça va 2 minutes, quoi. C'est sympa, mais bon. Donc du coup, vous étonnez pas la prochaine fois. Je vais sûrement le tester. Si jamais vous ne pouvez pas parler de base, il suffira de me contacter sur Twitter. Ouais, mais la liberté d'expression, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, il y a tout le monde qui peut parler, d'ailleurs, on est là pour ça. Mais le problème, c'est que là, les gens, ils n'arrivent même plus à voir ce qui se passe, et du coup, il y a des parasitages importants. Je dis pas, moi, je teste des trucs. Hein. Je teste des trucs. Et je dis pas que c'est la solution. Donc là, il y a l'AG, en tout cas, qui est en train de se... Non, mais là, bah, Guispi, justement, t'es en première ligne, là. Moi, il n'y a pas de problème, tu vois, tu peux t'exprimer. Il y a un moment où tu vas t'ennuyer, quand même. Si jamais t'es là pour dire que ça sert à rien, que ça sert à rien, que ça sert à rien. En même temps, le fait que tu le dises et que qu'en plus t'es actif, ça veut bien dire que ça sert pas à rien, parce que sinon tu serais pas là. Mais... Puis j'imagine que toi, quand tu discutes avec tes potes, t'es pas dans le milieu de bisounours en train de dire « Ah, tout va bien, la vie est belle, etc. » Donc t'as sûrement plein de choses à dire. Et moi, ça m'intéresse. Et je pense que ça intéresse d'ailleurs pas mal de gens, puisque sinon on n'en serait pas là. Bah oui, il faut travailler, oui. Bah, d'ailleurs, ici, il y a énormément de travailleurs. Moi-même, je bosse. Enfin voilà, mais travailler, justement, on était en plein sujet là sur le travail. Faut quand même être conscient que on n'a jamais produit autant de richesses, qu'on est à un taux de chômage record. Mais en fait, faut peut-être essayer de le voir autrement, c'est-à-dire... enfin pour moi en tout cas, c'est un dispositif d'évolution. Si après avoir diminué tous les salaires, après avoir diminué tous les sécurités sociales, on n'arrive même plus à réussir à faire travailler tout le monde, bah, ça veut dire qu'on a bien fait notre job. Ça veut dire que vu qu'on arrive à créer suffisamment de richesses, ça veut dire qu'on a plus besoin de tous travailler. C'est un beau témoignage, je trouve, le chômage, comme quoi bah on arrive à même plus réussir à faire travailler tout le monde. Donc voilà, c'est ces prises de conscience-là qui sont aussi en train de se passer, mais c'est vrai qu'il y a un changement de paradigme du coup qui est à mettre en place. C'est pas simple hein, de changer les structures, de savoir comment... la monnaie, par exemple, c'est en effet un effet structurant, c'était vraiment tout le sujet du débat. Il y a des expériences qui se font, il y a d'ailleurs des... Enfin là c'est un truc où je pense qu'il y a peut-être moyen de s'inspirer, je connais pas suffisamment bien, mais en tout cas il y a des pistes intéressantes, même si c'est pas du tout libre. Je vois, il y a l'holacratie, par exemple, qui est un système managérial qui a à peu près 6 ans, qui est en pleine montée aux États-Unis et en France sur comment réussir justement à séparer les pouvoirs, à pas avoir de représentants, et tout en ayant des responsabilités, un fonctionnement qui fonctionne. Là, il y a une société là aux États-Unis, je me souviens plus du nom, qui marche avec 1500 personnes, ce système-là. Donc voilà, je pense que c'est un phénomène mondial qui est qu'on est en phase de mutation, où l'organisation géopolitique et structurelle, que ce soit en micro ou en macro, pousse
pour arriver sur des nouveaux modèles. Et du coup, voilà, on est en train de chercher, expérimenter, chacun à sa manière, certains en parlant, certains en le faisant, et en mutualisant justement toute cette énergie. C'est aussi comme ça qu'on arrive au concret. Donc du coup, voilà, je pense que les gens qui sont là, et tous, même ceux qui gueulent, si c'était pas intéressant, ils seraient pas là. Et puis vraiment, si ça vous intéresse pas et que ça vous saoule et que vous vous endormez et que c'est de la merde, comme tu dis, et si vraiment c'est de la merde, ça veut dire que t'as mieux à faire. Donc fais autre chose. Ah oui, mais ils disent n'importe quoi, mais très bien. Mais toi, tu es en train de nous dire la liberté d'expression, le machin, etc. Laisse les gens parler. De toute façon, ça te fait pas mal, donc il n'y a pas de galère, quoi. Et puis propose des choses aussi. Non, mais propose des choses, parce que c'est bien de dire que ça sert à rien, que tout ça, de dire ouais, c'est le travail, mais tu gagnes combien, Gipsy? Est-ce que ça te permet de vivre correctement comme t'as envie? Tu vois, c'est rigolo de dire ça va pas, il faut aller travailler. On a bien vu, travailler plus pour gagner plus. Et puis de toute façon, que ce soit d'ailleurs de droite ou de gauche, ça fait 50 ans qu'on en rabâche que l'important c'est de travailler. Le résultat, c'est que faut pas mélanger travail et emploi, quoi. On travaille de toute façon tous, de manière rémunérée ou pas, c'était l'histoire de la tondeuse tout à l'heure. Donc voilà. Après, redéfinir l'emploi et du coup la répartition des richesses, ça, c'est un vaste sujet qu'il faut structurer. Alors voilà, donc pour en revenir en tout cas au début, moi il n'y a pas de problème, même Gipsy et les autres, moi il n'y a pas de galère. Vous pouvez rester, ce que je dis aux autres d'ailleurs, si les spams, s'il y a des gens, c'est pas des histoires de spam, s'il y a des gens qui ont des propos qui vous dérangent, vous aimeriez juste pas les voir, vous avez possibilité vous-même de les bloquer. Donc voilà, chacun fait sa modération et tout le monde est content. Bon, après, moi pour ma part, si vous pouviez justement solliciter des débats, si vous voulez que j'intervienne pour poser des questions sur ce qui se passe, si voilà, vous voulez me faire interagir, hésitez surtout pas, voilà, c'est juste soyons dynamiques et voilà, n'hésitez pas à parler aussi pour dire ce que vous voulez. Bon, donc pour en revenir au sujet, pas au sujet parce que là on est en plein dans le sujet, mais pour en revenir là du coup à vous décrire un petit peu ce qui se passe. Donc là vous voyez, là il y a énormément de, je vais vous faire un petit 360. Hop. Donc voilà, c'est toujours blindé de chez blindé, il y a énormément de gens qui viennent au fur et à mesure. Moi, plus je discute, en plus je m'aperçois qu'il y a vraiment à la fois énormément de personnes qui prennent la peine de venir de province. J'ai eu plusieurs questions de gens qui viennent ici pour demander ici comment ça se passe, c'est quoi vos avancées, aussi pour pouvoir organiser le même genre d'événements ailleurs. Il y a aussi beaucoup de gens là de l'étranger qui suivent. S'il y en a parmi vous, c'est cool. Et donc là, il y a l'Assemblée Générale du coup qui est en train de se monter. Et vous voyez cette manière extrêmement cellulaire qu'ont les gens de s'organiser, où c'est plein de petits groupes en fait, qui communiquent les uns aux autres. C'est marrant. Ouais, partout dans le monde. Et là, d'ailleurs, si vous voulez dire là vous-même d'où vous envoyez, je suis sûr qu'il y a des gens là qui sont pas de France, qui sont même dans les 110 là. Voilà. Tout à l'heure, j'entendais même quelqu'un de Suisse. Voilà. Donc du coup, on attend la mise en place là de l'AG. En attendant, je vais aller faire des petites interviews
pour voir comment ça se passe à l'intérieur des stands. Déjà, quels sont les nouveaux stands, parce que chaque jour, étant donné que tout est démonté, il y a des choses qui se remontent, mais c'est jamais tout à fait la même chose. Donc là, on a la commission SDF. Voilà. Donc là, il y a une pétition contre les agressions sur les SDF. D'accord. Oui, je me suis déplacé de Montpellier pour... Est-ce que je peux vous filmer ou pas? Bien sûr. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes là. Je me déplace de Montpellier, j'ai pris Montbéliard pour venir jusqu'ici et voir ce que c'est des SDF. Je n'ai jamais vu, j'ai jamais grandi dans la rue. C'est une sensation de torture. Et comment si c'est pas indiscret, qu'est-ce que vous témoignez ici, comment c'est possible d'en arriver là? Il y a une très grande solidarité, très grande, personne n'oublie personne. Ici Oui, personne n'oublie personne et j'ai été très bien accueilli avec eux, très bien même. Super. Quoi d'autre? Sinon sur Facebook je publie des choses comme une télé-réalité à chaque fois que je zappe, que je touche à quelque chose, c'est diffusé. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici, pour m'indigner, regarder ce qui se passe autour de moi, voir c'est quoi dormir dans la rue, avoir faim, avoir froid, hypothermie, etc. C'est un parcours du combattant. Prévenir les gens aussi de comment ça peut arriver, j'imagine, non? Comment ça peut arriver? Ça arrive vite, surtout, j'imagine. Ça peut arriver très vite. À une seconde près, on peut se retrouver dans la rue. Voilà, tout peut basculer, tout peut changer. Vous, sans rentrer dans le détail, ça s'est passé en combien de temps? Moi, c'est mon déplacement de Montpellier à la Franche-Comté. Et j'ai diffusé sur internet, j'ai regardé, il y a des gens qui m'observaient, comme HK et les saltimbanques. J'ai une connexion directe et je suis venu représenter. D'accord, ok. Merci de votre témoignage, à bientôt j'espère. À bientôt. Yes, ça va? Bien toi? Nickel, j'ai voulu t'envoyer un petit mail. Je voulais faire un truc avec tous les périscopeurs, genre toi, Benito, Rémi et Florian. Parce qu'il m'a envoyé plein de photos aujourd'hui, super sympa, vraiment c'était cool. Et je peux te filmer ou pas? Non mais aucun problème. On est en direct là? Oui. Ah bah attends, si, tiens. Alors voilà. Voilà, regardez la Gazette Debout. Donc voilà. Il faut envoyer ces témoignages, ces photos, ces anecdotes à Gazette Debout. C'est le journal de la nuit debout. Super. Autre chose, voilà, des médias. Voilà, pour faire un petit point. Moi je suis dispo, t'as mes contacts, ouais, je t'ai aucun envoyé un problème. mail, mais je me suis plantée dans ton mail en fait. Ça m'est revenu raté. Tu m'as pas donné le bon? Si. Tiens, attends. Leclerc Romain? Ah pardon. Tiens. Ouais, écris-moi ton mail. Non, Leclerc. Ah, c'est sans rien en dessous, c'est peut-être. Il n'y a rien. Tout attaché. Gmail.com, ok, je te réécris. Merci. J'ai une dernière question. Est-ce que demain je voudrais aller faire le périscope de Fakir? Du coup, c'est quoi tes conseils? Que je filme bien. Eh ben, t'es équipé ou pas? J'ai mon iPhone et j'ai une batterie à mobile. Une batterie. Grosse batterie? Si tu veux, je t'en prête une demain. Là, j'ai du 20 000. J'ai de quoi tenir une journée avec une seule. C'est où la bourse du travail? En fait, je comptais y aller directement parce que c'est à 5h30. Donc toi, tu vas pas me la prêter des soirs, t'en as besoin. Tu me vois un petit peu plus tard. Tu m'envoies un message quand tu te barres et puis on voit ça. Allez, à plus tard. Ciao. Bon. Voilà, donc là il y a un groupe électrogène qui vient de se lancer, qui essaye de se lancer en tout cas. Donc du coup on va aller voir, donc comme je vous ai dit, là, faire des interviews un petit peu sur ce qui se passe. Vous voyez, il y a les stands qui se montent. Alors, attendez, hop.
Salut. Donc, a priori, si je me trompe pas, là, c'est Radio Debout qui est en train de se monter, c'est ça? Radio Debout, du coup, voilà, qui est en train de se mettre en place. Là, on a TV Debout qui vient d'avoir une belle bâche. Voilà, ça se modernise. Merci. Donc voilà, toute la régie qui se met en place, c'est de plus en plus, entre guillemets, professionnel. Mais pas du tout entre guillemets en fait. Non, mais... Ça va nous obliger. Ça se monte en tout cas très bien, c'est super. Ah, il y a un dessinateur à côté de moi, est-ce que je peux le montrer? Voilà, qui du coup dessine un petit peu ce qui se passe. Ah, super. Ah, génial. Tu fais ça depuis le début? À peu près, ouais. Enfin, depuis une semaine à peu près. D'accord. Là, j'ai destiné à la place vide, parce que c'est bien de la voir vide. Bah aussi. ouais. Bah, c'est bien, c'est très agréable d'ailleurs de la voir se remplir. Ouais. Et s'installer comme ça en quelques heures, c'est génial. Ok, super, merci. Plus tard. Alors ici, il se passe quoi? C'est la logistique. C'est la logistique, cool. Ils font un super boulot la logistique. S'ils n'étaient pas là, on serait mal. Donc là, il y a du coup la cantine qui s'installe. Donc a priori, les légumes, etc., il y a des gens qui vont jusqu'à Rungis pour aller récupérer du coup de la nourriture qui serait mise à la poubelle et pourtant qui est totalement comestible. Et du coup, chaque jour... Alors la cuisine, elle est avec un prix libre. Donc les gens qui peuvent ou qui veulent pas donner d'argent, du coup, n'en donnent pas. Mais voilà, du coup, le prix libre. Donc les gens qui veulent donner, donnent. A priori, ça a l'air de plutôt bien marcher pour l'instant. Je vais essayer d'ailleurs, j'essaye de pas trop les embêter parce qu'ils sont en cours de mise en place. Oh, dis, ça sent bon. C'est du lait à la cannelle? Non, c'est du thé de chai. Du thé de chai. Oups, pardon, excuse-moi. Ah ouais, grave. La fibre. Moi, je suis... Ouais, bah attends, 2 secondes. Et tu peux m'en faire Du thé aux épices et au soja. Est-ce que j'ai de la monnaie sur place? Salut. Oh là 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 là. C'est bon, ça va aller, tout va bien. C'est les chefs. Ok, merci. Attends. Merci. Est-ce que il me reste de la monnaie? Elle est où la petite boîte? Comment? La petite boîte, elle est juste là. Ouais, magnifique. Hop là. Voilà, donc un petit thé. C'est un thé de chai? C'est ça que t'as dit? Ouais. Voilà. Du coup, un petit thé de chai. Oh, regardez, il y a même des gens qui périscopent carrément avec des pieds là-bas. Là. Ça se professionnalise de dingue. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, c'est quoi là? C'est la communication féministe. Et apparemment, c'est un temps non mixte en plus là. Oui, c'est assez excluant, j'ai l'impression, de manière Je pense que générale. je vais aller ailleurs d'ailleurs. C'est assez bizarre cette manière. Les hommes sont pas les bienvenus, c'est très bizarre. Ouais, parce que en général, vous allez le voir. Pardon, je t'ai pas filmé. Mais ouais. Ça peut être enregistré. Et bien alors à ce moment-là, je m'en vais, il n'y a aucun problème. Donc voilà, là les stands s'installent. Du coup là on a le stade On a le stand des avocats et des juristes. Allez, je me bats un peu avec mon thé là. Ouais, moi je sais pas trop. Voilà, consultation juridique avocat debout. Donc on l'a vu tout à l'heure déjà, mais du coup on a toutes les questions en relation avec l'environnement qui sont là. On a les artistes debout, tiens c'est un nouvel atelier qui vient de se mettre en place. Alors c'est marqué quoi là? Ok.
Bien sûr. Donc voilà, là il y a des ateliers du coup. On va voir au fur et à mesure. Je sais que la dernière fois il y avait une expo photo du coup qui avait été faite en fin de journée. Au fur et à mesure, il y aura sûrement la même chose un petit peu plus tard. On ira voir. Là, il y a de l'alimentation encore. Nouveau stand d'alimentation. Ah, je pense que là, on est plus sur les nourritures véganes, à mon avis. C'est une nourriture végane, c'est ça? Ah, voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, là, on a de l'alimentation végane. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Voilà, les opinions et les initiatives cohabitent, c'est cool. Donc là, on a toujours Libertalia qui expose ses livres, ses supports, donc même audio, etc. On retrouve du coup des habitudes déjà. Alors pour ceux qui me suivaient déjà, hein. Après je vais aller réinterviewer. Je vous fais un peu le tour global et après on va... Ça va toi? Ça va? Tu fais du périscope? Ouais. Alors le cyberaccueil, en fait, oui ça avance. C'est difficile d'être sur tous les fronts à la fois, donc du coup il y a des gens qui s'en occupent en parallèle. J'avoue que là, ces 2 derniers jours, du coup, même si je suis de loin, j'ai pas été hyper actif dans la commission, mais en tout cas, oui, il y a des choses qui se mettent en place. On essaye de faire des solutions mobiles, parce qu'en fait, avec l'USB 3.1, maintenant, on peut se passer de courant 220 pour alimenter des ordinateurs. Et donc, du coup, voilà, on cherche toujours la mobilité afin de pouvoir faire un cyberaccueil qui demande une logistique la plus mobile possible. Donc voilà, là on a de la musique, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Ah mais il fait tous les instruments lui. La dernière fois il faisait de la guitare. Ah il y a les skateurs. Oh là. Si jamais vous avez des envies d'aller quelque part, n'hésitez pas à me les communiquer. Puis de toute façon, là, l'AG va bientôt commencer. Ah yes. Et de retour. Bah ouais, salut. Je vais faire une interview avec le Financial Times. Ah ouais, cool. Et elle m'a chopé là à la sortie. D'accord, super. C'est pas ça. Hop. Guillaume, voilà. Donc qui a intervenu tout à l'heure au moment de la création de la monnaie. Oui. Il y a des choses à dire. Et alors, qu'est-ce que tu aurais à dire? Là tout de suite, il faut essayer autre chose. Il faut essayer autre chose et on va essayer de s'y atteler. On va voir Du coup, là, le jeu pour Geconomicus, Ouais. Donc c'est un site internet. Alors c'est un jeu que tu peux trouver sur internet, tu peux l'imprimer, c'est juste des petits billets, un peu comme un Monopoly. Et ça permet de tester donc déjà la monnaie existante, la monnaie dette, celle avec laquelle on joue tous les jours, le dollar, l'euro, tout ça. Donc avec un acteur principal, donc il y a 10 joueurs plus un 11e qui est la banque. Et puis potentiellement il y a moyen de reformuler le jeu, faire d'autres types de parties avec une autre monnaie, une monnaie où il n'y aurait pas la banque par exemple. Et on voit comment après avec un graphique on se retrouve avec une moyenne potentiellement plus. Vivement le jeu vidéo quoi pour le faire démocratiser. Alors, on pourrait le faire en jeu vidéo, il faut y réfléchir. Je sais pas s'il n'y a pas déjà un projet de. Guillaume bosse dans les jeux vidéo donc du coup. Du coup ça pourrait être sur mesure. Et en l'occurrence moi je suis plus là en train de réfléchir à comment on peut faire réalité virtuelle et démocratie, il y a des trucs à faire. Ah bah la virtualisation ça permet l'expérimentation. Ouais, c'est ça, moi je serais bien partant pour voir si demain je vous donne un outil pour tester, je sais pas. Tu peux rappeler le nom du jeu? Il y a quelqu'un qui me demande. Geconomicus. Tu l'écris comment? Avec un G et une espèce de CD, pas de CD mais de. Ouais mais dans l'adresse. Alors je crois que l'adresse ce sera glibre.com. Glibre, ça sera parce que ça ne l'est pas encore? Ça l'est déjà, non, c'est. Glibre.com. Glibre.quelque chose, mais glibre sur Google ça va donner. D'accord. Et
Et là-dessus, il y a les règles du jeu, il y a moyen d'imprimer son propre jeu, etc. C'est un jeu de plateau, il faut le tester, il est vraiment intéressant. Pour information, il va y avoir une simulation là samedi où il va y avoir du coup pas mal de gens qui vont jouer sur ce jeu-là afin de se familiariser un petit peu au fait de tester les différents modèles économiques. Et du coup, a priori, hein, c'est parti pour que ce soit testé aussi sur la place. Donc c'est sûrement un atelier qui va naître dans les prochains jours, voire sûrement peut-être plus tôt la semaine prochaine. C'est ça. L'idée, c'est déjà nous de voir quelles alternatives sont les que vous plus avez du feu intéressantes. Et puis une fois qu'on aura testé ces différentes alternatives, on va essayer de les penser dans le cadre aussi de la place et donc des places en France où Nuit debout existe. Et potentiellement voir si réintroduire une monnaie qui soit différente de celle de l'euro au sein de la place, si on arrive à créer des services sur cette place, est-ce qu'on pourrait pas commencer à introduire une monnaie différente de celle-ci? C'est vrai qu'ici, du coup, il y a, malgré les divergences, il y a un gros capital confiance qui est là, puisque les gens ils sont là pour créer du lien et on est en train de rétablir la confiance. Sachant que la monnaie est basée sur la confiance, ça tombe pas trop mal. Ça tombe pas trop mal. Donc il y a des choses à tester. Voilà. On va voir. Ok, super. Bon, à tout à l'heure. Salut mec. Donc voilà, typiquement, ça c'est des initiatives du coup concrètes qui sont en lien direct avec, par exemple, les discours qu'il pouvait y avoir tout à l'heure. Donc, comme quoi, il y a vraiment. Alors justement, hein, là, on parle pas du tout du Bitcoin. Alors, il y en a qui parlent du Yukon Coin, pardon. Justement, mais après, il peut y avoir. Justement, c'est le sujet. Je vous avoue que je m'y intéresse aussi. Je sais qu'il y a des choses qui se passent. Voilà, j'ai essayé de vous en faire témoigner. Maintenant, à mon avis, on en saura plus la semaine prochaine. Ah voilà, donc là, l'AG vient de commencer. Du coup, salut Christophe. Du coup, on va aller à l'AG. Voir, à moins que vous préfériez que je continue les interviews, vous me dites. Qui dit AG dit oui, qui dit autre chose dit non. Salut Dikanos. Alors voilà, ouais, Bernard Friot, c'est intéressant ce qu'il dit. Après, c'est vrai que donner un salaire à vie sans parler de la valeur de la monnaie, c'est un truc qui va l'un avec l'autre, parce qu'on peut donner 2500 € à tout le monde. Si demain ton loyer il te coûte 2500 €, t'es revenu au point de départ, quoi. Donc voilà, c'est l'interdépendance des idées qui génère un projet concret, quoi. Alors, je vais essayer de me faufiler, on va y arriver. Attendez. A priori, de toute façon, pour l'instant, ça parle pas, ou alors j'entends rien. Ah, le son ne marche pas. C'est embêtant, ça. Bon, du coup, on va vous le faire marcher, on va aller devant. Excusez-moi. Pardon. Je rappelle simplement qu'on cherche encore un interprète en langue des signes. Et j'invite à nouveau les personnes qui viennent d'arriver de s'asseoir pour permettre au maximum de personnes de participer et d'entendre. Donc maintenant, je vais inviter les Convergence. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à envoyer des cœurs, et de dire là que c'est l'AG du coup. Mathieu de Convergence. Invitez aussi sur les autres réseaux sociaux, parce que c'est vrai que les gens n'ont pas obligatoirement les notifications sur Periscope ou sur Twitter. Là, comme ça s'entend. Donc, je suis Arthur de Convergence des Luttes. J'ai 3 dates à vous donner. Non, mais si, explique ce que c'est. Ok, j'explique donc. Donc, la commission Convergence des Luttes, on travaille à la convergence des luttes. On a un pôle grève générale. On travaille sur un pôle banlieue debout, travailleurs debout et région debout, ce qui concerne le reste de la France. Ensuite, j'avais 3 choses à dire. Mercredi soir, donc demain soir, avec la commission grève générale, Action et Fakir, on organise un débat à la Bourse du Travail avec des intervenants. Le débat, c'est
la nuit debout là, et après. pour les nouveaux arrivants, je tiens à signaler, du coup, on est sur la place de la République, au niveau de l'Assemblée générale, qui vient tout juste de commencer. Donc ça, c'est demain, 19h, à la Bourse du Travail. Certains nous ont dit, ouais, c'est la Bourse du Travail, tout ça, tout ça. Donc, comme d'habitude, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Donc là, ça s'est présenté comme ça. On va essayer avec la Télé Debout et Radio Debout, de faire une retransmission en direct, là sur la place, pour que voilà, les gens qui veulent écouter, suivre, puissent suivre. Et Demain, avec les 19h, Bourse du Travail. Dimanche, nous oublie à chaque fois. Différentes commissions, la commission animation, convergence des luttes, action et j'en passe, organise une journée thématique sur les violences. Il y aura une première tournée sur les violences policières avec différents intervenants et un deuxième tour d'intervenants sur la nuit debout et la violence. Tes derniers périscopes, Ça a été j'ai souvent suivi. évoqué J'ai par suivi, là, nous, tes par derniers, les là, c'est médias, vachement bien. donc ce sera intéressant de faire un débat là-dessus dimanche. Troisième Désolé, date, là, le 1er mai. À la commission convergence des luttes et dans d'autres commissions, on pense que c'est important qu'on oriente l'action de toute la place de la République, de toute la nuit debout, vers un truc de concret. Donc on se fixe comme objectif le 1er mai avec un meeting, un concert et on attend aussi des camarades d'autres nuits debout de France, à Bordeaux, enfin voilà, dans plein d'autres villes, qui ont voté la montée à Paris. Donc il va y avoir d'autres nuits debout de France qui vont venir ici à Paris pour parler de tout ça. C'est tout. Merci. C'est Daïn à venir présenter sa lutte à venir. Et en attendant, donc s'il y a des personnes parmi vous qui veulent prendre la parole pendant le temps de parole libre, je vous invite à lever la main. Il y a nos preneurs de tour de parole qui vont passer. Il y a Flo qui est là. Hop. Je vous invite encore une fois à bien libérer l'allée au milieu et à vous asseoir. Donc la commission Daïn, enfin les luttes Daïn. Okay. Donc on va commencer les tours de parole libres. Vous voyez, il y a plein de monde. Liberté d'expression, venir prendre la parole. Ça va toi? Bah ouais. C'était bien la petite La action. commission communication. Ah oui, j'ai pas vu la petite action. La commission hôpitaux debout. On a discuté avec les mecs de l'école et tout, machin. Il y en a qui vont venir sur la place. D'accord, Bonjour, cool. je suis Cathy, je suis infirmière et nous avons Je regarderai ça en replay. organisé la commission hôpitaux debout depuis la semaine dernière avec un gros mouvement jeudi dernier où on était plus de 200. Depuis, on essaie de tenir la place en même temps que vous et nous avons aussi été là vendredi, hier et aujourd'hui. Nous avons décidé de faire 4 sous-commissions, 4-5 sous-commissions au sein de la commission hôpitaux debout afin de distinguer des grands thèmes, des thèmes qui nous tiennent à cœur comme la protection sociale et son financement. L'hôpital, quel hôpital qu'on veut pour demain, comment on accueille l'usager, comment on est soigné, comment on travaille à l'hôpital. Un thème sur la convergence des luttes hospitalières qui fera un lien avec les convergences des luttes qu'il y a sur la place. Aussi, un thème sur la démocratie sanitaire parce que tout est géré au niveau de la santé, au niveau du ministère et au niveau des agences régionales de santé, quelles que soient les régions. Et c'est pas démocratique. C'est géré par des personnes qui ne sont pas élues par nous-mêmes et qui nous serrent la ceinture tous les jours. Et quand on a notre ceinture serrée et que le financement ne se fait pas, on soigne moins bien ou on essaye de soigner au mieux avec des grandes difficultés. Donc voilà, et je vais laisser la parole à ma collègue concernant la psychiatrie. Merci. Et la dernière sous-commission de Hôpital Debout, c'est donc psy, soins, accueil et quelle psychiatrie on veut et réfléchir ensemble à ce qu'on veut, est-ce que c'est la psychiatrie et comment on l'a traversée, comment on voudrait que ça change et comment on lutte contre la destruction de la psychiatrie en ce moment. Et donc la première réunion de cette sous-commission
manifestation-là, ce sera jeudi à 20h sur la place. Voilà, merci. Pour suivre les tours de parole libres, je vais laisser la parole à Mathieu de Dayen, dans les luttes à venir. C'est pour rajouter quelque chose par rapport à la commission Hôpitaux Debout. Avec la commission Grève Générale et Convergence des Luttes, on organise une action jeudi, aussi avec la coordination des étudiants, à Austerlitz et à la salle pétrière pour aller tracter, rencontrer les gens là-bas, leur parler et faire convergence. Donc le rendez-vous est à 11h30 à Austerlitz jeudi. Voilà, merci. Je vous invite à bloquer les trollers. Cette fois-ci, c'est Ah, vraiment toi aussi, Mathieu t'as de pris cette Dayen. politique-là. Quand il y en a qui balancent des Bonjour à insultes ou tous. des choses comme ça, je le bloque direct. Jeudi 21 avril à 8h15. Je fais ce que je peux. À 8h15 jeudi, il y a un die-in organisé contre le sommet international du pétrole qui a lieu à Paris, dans le 17e arrondissement, au Porte-Maillot. Donc ça se passe à l'hôtel Méridien Étoile. Vous avez un petit stylo pour noter l'adresse. 81 boulevard Gouffion-Saint-Cyr dans le 17e Porte-Maillot. Pour que ce soit plus simple pour récupérer. Alors il s'agit de après. faire un contre-pouvoir à la place des États qui prennent pas leurs responsabilités Et du coup, suite à la COP21 et sur l'organisation face au plus gros pollueur de la planète. Donc l'organisation c'est Attaque France.